Bonjour, vous êtes sur Téléprovidence, la télévision de la subconscience. Et nous sommes là justement pour expliquer les comportements subconscients. Et en l'occurrence, j'aimerais vous revenir sur la question de la subconscience dans le comportement des femmes à l'égard des hommes. C'est un point qui, à mon avis, a été singulièrement négligé. Qu'est-ce que les femmes ont en la tête? Peut-être pas consciemment, mais en tout cas subconsciemment. Alors, je lis un ouvrage de Jean-Claude Ameisen sur les rapports entre l'humanité, les deux humanités, néandertales, etc. Et apparemment, nous avons plusieurs origines qui se sont fondues en quelque sorte, et ça apparaît au niveau de l'ADN. Nous portons des ADN de ces deux origines. Bon. Ça nous renvoie à l'origine de l'humanité. Est-ce que les femmes appartiennent à la même humanité que les hommes? Est-ce qu'il n'y a pas eu à un moment donné des brassages? Enfin, c'est un problème assez complexe. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais il est certain que le secret des relations entre hommes et femmes est quelque chose qui renvoie à une humanité à une histoire extrêmement ancienne. Deux humanités qui auraient vécu en symbiose en quelque sorte. Donc, ce que je voudrais dire ici, c'est quel est le comportement subconscient qu'ont les femmes à l'égard des hommes, et donc s'il est subconscient, dont elles n'ont pas forcément conscience, ça va de soi. Eh bien, d'une certaine manière, on pourrait parler d'une forme de parasitisme, d'une certaine manière, voyez-vous. C'est-à-dire que c'est un peu comme les pigeons qui mangent les déchets que nous laissons, et qui vivent sur nous en quelque sorte. Et les femmes sont un peu dans cette même démarche, subconsciemment, j'entends bien, subconsciemment. Ça vient probablement du fait que ça doit être une humanité qui vivait un petit peu aux marges de l'autre humanité, qui donc, quelque part, glanait, un peu comme des glaneurs à la fin d'une moisson, qui glanaient un peu ce qui restait. Et donc, finalement, les femmes, subconsciemment, seraient dans une démarche de profiter du retrait des hommes, en quelque sorte, de leur disparition éventuellement, provisoire peut-être. Je reprenais l'expression du Nil qui la crue et puis après se retire. Il y a cette espèce de flux et de reflux. Donc à un moment donné où l'homme est dans le flux, et là effectivement il domine, et puis après il est dans le reflux et il laisse des traces, il laisse du limon, et qui va être extrêmement fertile. Eh bien, on est un peu dans cette démarche en fait. Et ça nous renvoie à des choses extrêmement anciennes, et on le retrouve dans le cycle de 7 ans que j'ai découvert, avec, vous savez que l'étude du Nil c'est lié aussi aux astres, puisqu'il y a la fameuse histoire de Sotis, de Sirius, etc., qui était utilisée, qui était permettait de comprendre le calendrier des crues, etc. Donc il y a un moment quand Saturne est conjoint avec une des étoiles, des 4 étoiles majeures, des étoiles royales, et là c'est le Nil en quelque sorte, si on peut dire, le flux masculin qui envahit l'espace. Et puis à un moment donné, il y a, au bout de 3 ans et demi, disons par exemple, parce que c'est un cycle de 7 ans, un reflux. Lorsque Saturne arrive en opposition, mais c'est pas vraiment une opposition ici, c'est un aspect de 45 degrés, enfin c'est une disjonction si on veut. Quand il arrive en disjonction, quand le signal saturno-stellaire s'estompe, eh bien, c'est comme le Nil qui s'est retiré et qui laisse un limon fertile.
Et ça, à ce moment-là, ça permet aux femmes de se développer, de l'exploiter, etc. Ou l'expression que les femmes sont les héritières des hommes, sont l'avenir de l'homme dans le sens où effectivement elles sont dans le deuxième temps. Or l'avenir c'est toujours le deuxième temps. Le problème c'est que cet avenir dans le deuxième temps, ce qu'on oublie de nous dire, les gens raisonnent sur des siècles. On n'est pas dans le domaine des siècles, on n'est surtout pas dans le domaine de l'ère du Verseau ou je ne sais quoi. On est dans un processus de 7 ans. Les gens n'arrivent pas, ils n'ont pas la bonne unité de temps. L'avenir de l'homme, oui, dans le cadre d'un cycle de 7 ans, oui, les femmes sont l'avenir de l'homme. Mais elles ne le sont pas sur une période plus longue. Elles le sont, et puis après, après il y a le flux qui recommence, c'est le Nil. Voilà. Donc c'est un processus qui est extrême, qui n'est pas annuel, effectivement. On n'est pas dans le système des saisons. C'est un système qui est sur 7 ans et qui n'avait pas été mis en avant parce que les astrologues, avec leur quantité, leur profusion de données, eh ben, finalement, ils n'ont pas pu se fixer là-dessus. Or, c'est le cycle fondamental qui nous intéresse. C'est cela qui est la base de tout. Alors, de quoi commence définitivement ce cycle? Eh bien, tout simplement, par le fait que quand le Nil, quand l'énergie, le sperme, on va dire, façon de parler, quand l'énergie masculine, avec tout ce qu'elle peut avoir de créatif, de locomotive, d'ouverture vers des nouveaux horizons, se tarit, si on peut dire, enfin en tout cas se stabilise et passe dans le reflux. Hein, à ce moment-là, on a la disjonction qui est l'absence du signal. L'absence du signal, c'est le reflux. Et l'absence du signal, c'est un signal, un anti-signal, si on peut dire, au niveau subconscient, qui détermine les femmes, justement, à prendre le relais. C'est-à-dire non plus, on n'est plus dans un rapport entre quelques mâles dominants, c'est toute la population qui est concernée et qui va se nourrir de cette énergie, de cette semence qui a été laissée par le reflux. Puisque quelque part, le limon, c'est une forme de semence. Car le mot semence, comme on le sait très bien, il désigne non seulement la semence masculine, mais il désigne aussi la semence au sens des semailles, et avec la récolte. Donc, en quelque sorte, là, c'est le temps de la semence, et des semailles, et ça, c'est le temps de la récolte. Alors, à la récolte, voilà, tout le monde se précipite, tout le monde est mobilisé pour récolter tout ce qui a poussé, etc. Et puis malheureusement, alors on retombe aussi dans le schéma du songe de Pharaon, n'est-ce pas? Avec les 7 vaches grasses et les 7 vaches maigres, c'est pas tout à fait le même système, parce que là nous sommes sur un système de 2 fois 3 ans et demi, alors que dans la Bible, c'est un système de 2 fois 7 ans. Donc je ne suis pas tout à fait en accord avec la Bible, mais globalement, c'est un peu ça. On a les 7 vaches grasses qui sont les 3 ans et demi du début du cycle de 7 ans, et les vaches maigres qui vont profiter, qui vont se nourrir. C'est un peu l'interprétation de Joseph qui dit à Pharaon, accumule les richesses dans les 7 premières années, et ça va permettre de nourrir la population des 7 années suivantes. On est un peu dans ce schéma-là. À ce cas près, c'est que moi je ne suis pas dans un cycle de 14 ans, mais je suis dans un cycle de 7 ans. Bon. Je pense qu'il y a des transmissions qui ne se sont pas faites correctement. Il n'y a aucune raison de fonctionner sur 14 ans. Ça ne correspond à aucune réalité astronomique. Puisque Saturne, à moins de considérer qu'il ne rencontre que 2 étoiles fixes tous les 14 ans, c'est aussi, on peut imaginer toutes sortes de choses. Mais enfin, moi, à mon avis, Saturne, il fonctionne sur la base de 4 étoiles fixes royales qui sont connues depuis au moins 3000 avant notre ère, c'est-à-dire Aldébaran, Régulus, Antares, Pomalo, et qui balise tous les 7 ans à peu près son processus. Quand la conjonction se fait, elle est visible, c'est un signal visible, et quand elle se défait, eh bien on a ce qu'on appelle donc la disjonction, l'opposition, et à ce moment-là, c'est le reflux, c'est la marée, c'est le reflux du Nil. J'aime bien cette idée du Nil, qui c'est pas mal comme idée. Le système égyptien me paraît emblématique de ce que je suis en train d'expliquer.
Donc, pour terminer mon petit exposé, je dirais que il y a une sorte de conditionnement psychique subconscient dans la mémoire féminine subconsciente de considérer l'homme comme une sorte de source à laquelle elle vient s'abreuver, à laquelle elle vient se nourrir. Et je crois qu'il faut le reconnaître. Freud a abordé ces questions, mais à mon avis, il l'a fait maladroitement et insuffisamment, par des biais. Vous savez, je terminerai là-dessus, vous savez, le subconscient, c'est un problème. On peut avoir une intuition subconsciente de quelque chose, mais ne pas savoir la définir correctement. C'est un peu ce qui se produit. Alors on va mal définir son intuition subconsciente, donc les gens vont dire, mais c'est n'importe quoi ce que vous dites, mais il y a peut-être des choses qui sont n'importe quoi, mais peut-être que l'intuition renvoie à quelque chose de véritable. Voyez-vous, c'est-à-dire qu'en fin de compte, les gens peuvent avoir raison tout en ayant tort. Ils peuvent se tromper sur leurs explications. C'est comme quand par exemple, quand par exemple, il y a quelqu'un, on n'a pas envie de travailler avec cette personne-là, on ne sait pas pourquoi, ou on va donner une raison qui n'est pas la bonne. Mais peut-être qu'il y a une vraie raison derrière ces erreurs que l'on commet dans nos explications. Il y a peut-être de vraies raisons qui font qu'on a raison quand même.